Bonjour à tous, bienvenue à ce 6e Café des DG. Je vous souhaite à tous un bon petit déjeuner, un bon café. Ravi de vous retrouver ce matin pour cette 6e édition du Café des DG en partenariat avec les éditions VK. Nous avons prévu d'aborder ce matin la question de la gestion des satellites avec les collectivités. Satellites qui sont nombreux, qui représentent pour les élus un enjeu important, qui se sont beaucoup développés ces dernières années et qui, les retours clients qu'on peut avoir, entretiennent des relations parfois voilà, qui posent un certain nombre de questions avec les collectivités. Donc on a choisi d'aborder ce thème avec vous en revenant sur principalement, en zoomant sur 3 sujets parce qu'on ne peut pas tout aborder. Qui nous sont revenus à plusieurs reprises, soit dans les cartographies des risques qu'on peut faire avec les collectivités, soit dans les relations montage de SEM, SPL, CEMOP, que l'on a pu avoir, et dossiers qu'on a pu avoir avec les différentes collectivités. J'interviens ce matin avec Tiffaine Selaké, qui travaille dans l'équipe du droit et stratégie de l'action publique, spécifiquement sur ces questions de satellites, SEM, CEMOP, SPL, et sur les contrats publics. Sans transition, ce que je vous propose, c'est qu'on commence avec les slides qui vont commencer à s'afficher sur un rappel de l'importance de la gestion des services publics à travers ces sociétés. On a près de 1500 EPL en activité et qui représentent un chiffre d'affaires de 20 milliards d'euros. Donc on voit bien le poids que peut avoir ce mode de gestion qui parfois supplante certains services gérés par les collectivités en externalisant et en facilitant la gestion partenariale entre collectivités ou partenariale entre public et privé. Et on voit bien que le développement de ce secteur montre qu'il y a une vraie volonté de gérer différemment certains services publics, soit parce qu'on considère qu'il faut créer entre plusieurs collectivités un partenariat renforcé, soit parce qu'on considère qu'on veut continuer à contrôler le service public tout en bénéficiant de l'expertise du service privé. Et on retrouve effectivement à la fois de la souplesse et du contrôle à travers ces modes de gestion. Souligner qu'on retrouve également 3 grands secteurs qui sont privilégiés dans la mise en place de ces EPL. Le secteur de l'aménagement, le secteur de tourisme et de la culture, et le secteur de l'environnement, qui sont les trois grands gagnants, en tout cas qui ressortent fortement de ce mode de gestion. On retrouve ensuite la question de l'habitat, du développement économique, de la mobilité et enfin de l'action sociale. Ce qui nous semblait intéressant aussi de voir avec vous, c'est que on a une forte appétence des élus également sur ce mode de gestion et sur la création de ces sociétés ou de ces satellites, parce que ça recrée des marges de manœuvre, ça recrée des espaces politiques, et que certains élus se retrouvent également à la tête de ces structures. Ce qui n'est pas sans poser certaines questions de l'articulation justement de la politique publique entre la collectivité et puis des organes élus au sein de la collectivité et cette gestion via des sociétés pour lesquelles on oublie parfois des liens forts, et on va y revenir, qui doivent exister entre la collectivité et ces sociétés. On a décidé de vous en parler aussi aujourd'hui parce qu'il y a un enjeu fort dans le renouvellement de ces désignations au sein des conseils d'administration, des conseils de surveillance de ces EPL, avec des formations qui sont à prévoir également pour les élus. Et l'approche des élections municipales va permettre de renouveler ces désignations. Peut-être un petit zoom, Tiffaine, sur cette obligation.
Oui, effectivement, en application des dispositions aujourd'hui du CGCT, dont notamment l'article L 1524-5, il y a une obligation, effectivement, en cas de renouvellement intégral des conseils municipaux, à désigner des nouveaux mandataires au sein de ces sociétés. De la même façon, ces dispositions aussi du CGCT imposent une formation sur la gestion spécifique des EPL dans les 6 premiers mois de leurs installations. Donc un temps fort à prévoir aujourd'hui dans la gestion de vos satellites, mais également de toutes les modifications statutaires qu'il va falloir réaliser, dont notamment les changements de cabis aussi, toutes ces mises à jour. Voilà. Actualité également de ce sujet parce que on retrouve très fortement les EPL dans le contentieux sur la responsabilité des gestionnaires publics. Pourquoi? À la fois parce que ces EPL ont beaucoup grandi. Elles représentent, comme on l'a vu à l'instant, une part importante à la fois en chiffre d'affaires, mais aussi parce que parfois la culture administrative, et c'est assez consubstantiel à ce type de formation, nécessite peut-être une acculturation plus forte à la gestion publique, sur les règles de marché public, sur les liens justement qui peuvent exister avec la collectivité en matière de contrôle. On retrouve quelques faiblesses dans l'organisation et la gestion de ces satellites. Et c'est la raison pour laquelle on souhaite également appeler une vigilance particulière dans les cartographies des risques ou les contrôles de gestion que vous organisez avec ces satellites pour rappeler les règles et organiser des contrôles qui ne sont pas toujours évidents, hein, puisque on va se mettre à contrôler ses propres élus au sein de ces organismes. Donc, politiquement, ce n'est pas toujours facile à mettre en place. Néanmoins, il y a des obligations qu'il faut respecter. On vous engage à vous plonger sur ces modes de contrôle des EPL que vous avez mis en place ou que vous devez mettre en place. Enfin, on souhaitait vous en parler parce que on voit bien hein, que c'est un modèle qui reste toujours en évolution et en construction, et qui a quelques évolutions législatives et réglementaires, notamment sur le statut des élus et sur la loi du 22 décembre dernier, sur la question du conflit d'intérêts, qui est une question qui revient souvent dans la relation avec les EPL, mais aussi parce qu'il y a voilà, des discussions en cours sur la manière dont les EPL peuvent travailler entre elles sur des modèles de coopération. Donc, voilà. Donc, on voit bien que c'est aussi un secteur qui est en discussion, en mouvement, en construction sur cette manière de gérer le service public. De la même façon, une des premières questions qu'on s'est posées aujourd'hui au regard de l'actualité et des évolutions législatives, c'est notamment la loi du 22 décembre 2025 qui réforme le statut de l'élu local et notamment des conditions d'évolution de conflit d'intérêts. Les dispositions en matière de conflit d'intérêts, elles sont au sein du CGCT de manière générale à l'article L 1111-6 qui dispose d'une présomption d'absence de conflit d'intérêts. Je m'explique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le seul fait pour vos élus d'être désignés mandataires, le seul fait de désignation ne présume pas de l'existence d'un conflit d'intérêts. C'est ce qu'on appelle donc la présomption d'absence de conflit d'intérêts. Cette présomption, aujourd'hui, elle n'a pas fait l'objet d'évolution dans le cadre d'application au SEM et au SPL, pardon. L'article qui régit le conflit d'intérêts plus spécifiquement pour les EPL et au niveau de l'article 1524-5 du CGCT qui dispose bien, encore une fois, que la seule fait de leur désignation n'emporte pas présomption de conflit d'intérêts. En ce sens, cependant, il y a quelque chose à distinguer. L'article relatif aux EPL va plus loin, le 1524-5 va plus loin, dans le sens où toutes les délibérations qui peuvent être prises pour la gestion des relations, autant côté collectivité que côté conseil d'administration, sur la gestion des relations, les élus mandataires peuvent continuer de siéger, sauf en ce qui concerne la passation des contrats de commande publique. C'est-à-dire qu'à partir du moment où un contrat de commande publique est passé avec une SEM, avec une SPL,
ces mêmes élus ont une obligation de déport au niveau des CAO et au niveau des commissions de travail, mais également de la délibération attribuant le contrat. On parle vraiment d'un déport, on sort de la salle généralement. De la même façon, un des points qui revient de manière systématique, on le voit notamment lors des contrôles par les chambres financières sur la gestion des EPL, c'est la question du fameux contrôle analogue. Ce contrôle analogue ne peut pas être réalisé pour l'intégralité aujourd'hui des EPL. Pour qui ce contrôle analogue existe véritablement au sens de la jurisprudence communautaire et notamment du fameux arrêt Stadhal de 2005, uniquement pour les SPL, car ce contrôle doit être analogue, c'est-à-dire exercé de la même façon que si c'était vos services. Pour être réalisé, le fait d'avoir une participation privée au capital ne permet pas aujourd'hui aux collectivités de réaliser un contrôle analogue à celui qu'il exercerait sur ses services. De cette façon, le contrôle analogue n'est possible qu'en SPL. Ce qui ne veut pas dire que vous ne pouvez pas réaliser des modalités de contrôle sur vos SEM. Attention, les mêmes dispositions peuvent s'appliquer. La simple chose sur le contrôle analogue, c'est ce qu'elle implique, c'est notamment la passation de contrat en quasi-régie. Voilà, sur le contrôle analogue, c'est un point important parce qu'il est souvent mal connu, mal compris, mal accepté de la part des élus de la SPL. Qui se sentent contrôlés par les collectivités, dont ils ne sont pas issus parfois. Donc, c'est mal vécu par les élus, c'est mal vécu par les services aussi de la SPL qui souhaitent garder de l'autonomie. Et donc, il y a un dialogue très tôt à mettre en place. Et c'est vrai que le renouvellement des SPL à l'occasion des élections peut être l'occasion de reposer immédiatement des bases saines dans les relations qui peuvent exister entre la collectivité et la SPL. Effectivement, pour éviter d'avoir cette sensation de goulot d'étranglement ressentie effectivement par les gestionnaires d'SPL vis-à-vis des collectivités actionnaires, il y a des choses à mettre en place. Pour concrétiser aujourd'hui ce contrôle analogue, lorsqu'on est en SPL, il y a plusieurs points. La première chose, c'est un contrôle qui doit s'effectuer a priori et non a posteriori des actes passés. Pour qu'un contrôle soit analogue et réalisé comme si c'était sur les propres services, il faut nécessairement que les collectivités actionnaires disposent d'un pouvoir d'influence sur les décisions qui peuvent être prises au niveau du conseil d'administration. Ça, c'est le premier temps. Donc, un contrôle qui est réalisé a priori. Deuxième temps, pour donner de l'effectivité et pour que le contrôle analogue, ce critère, soit pleinement rempli, c'est également qu'il doit être exercé par l'ensemble des actionnaires. Ce critère est important parce qu'aujourd'hui, on voit dans les constitutions de SPL avec des majorités, enfin un actionnaire très majoritaire et des actionnaires qui ont à hauteur de 5 à 10%, ne pas pouvoir en fait réaliser pleinement ce critère de contrôle analogue conjoint et ne permet pas du coup de remplir le critère du contrôle. Il faut qu'il soit exercé de la même façon par chacun des actionnaires. Enfin, et de manière générale, dans les statuts, on a une clause bateau qui expose qu'effectivement, les collectivités actionnaires disposent d'un pouvoir de contrôle et que des modalités seront prévues au sein d'un règlement intérieur. Tous ces éléments, aujourd'hui, ne permettent pas de préciser, de présumer de l'existence et de l'effectivité du contrôle analogue. Une circulaire ministérielle du 29 avril 2011 sur le régime juridique des SPL, qui est tout aujourd'hui applicable, vient préciser que la seule détention du capital d'une société par des actionnaires publics exclusivement tend seulement à indiquer, sans être décisif, que le critère analogue est rempli. De la même façon, pour garantir le respect systématique de ce contrôle analogue, les statuts et règlements intérieurs des SPL devront prévoir des modalités de contrôle renforcées par les collectivités actionnaires. Voilà. Donc on ne va pas rentrer plus amont, effectivement, sur les modalités de ce contrôle analogue. Vous l'avez compris, c'est un sujet important, très débattu et qu'on vous incite à mettre en place. Alors, sur la rédaction statutaire, peut-être un mot. Oui,
Pour, encore une fois, concrétiser ce contrôle analogue, ça va effectivement se passer au niveau de la rédaction des statuts, notamment par la mise en place d'une comitologie assez spécifique, donner un pouvoir à ces comités. On a ce qu'on appelle généralement les comités d'engagement, les comités techniques, les comités de contrôle. Mettez dans ces comités des référents non élus, hein, des actionnaires, des collectivités actionnaires, pour pouvoir effectivement avoir un exercice d'influence sur toutes les décisions qui seront passées en conseil d'administration. Faites passer tous les points à l'ordre du jour au sein de ces comités pour effectivement donner une pleine effectivité à l'influence déterminante que pourront avoir les collectivités actionnaires dans ce contrôle analogue. Et dernier point, donner aussi effectivement une possibilité pour tout actionnaire, aussi minoritaire soit-il, même à hauteur de 5%, d'une possibilité de mettre des points à l'ordre du jour des assemblées générales et des conseils d'administration. En ce sens, si ces deux modalités sont respectées, le critère du contrôle analogue pourra être déterminé. Alors, on a une question sur l'articulation de la notion de contrôle analogue avec les très grandes marges accordées au directeur général de la SPL dans la gestion de la structure, notamment la SPL qui attaque en justice certaines communes membres. Alors, c'est une très bonne question parce que le sujet, comme vous l'avez compris et comme vous le savez, pour ceux qui gèrent des SPL, est extrêmement sensible. Ce qui me semble intéressant et important de faire, c'est en tout début et en organisant un dialogue de gestion avec la SPL, de bien identifier ce qui relève de la responsabilité, y compris sur ces questions décidées en justice, y compris dans les relations qui peuvent exister entre la SPL et les communes, d'identifier ce qui relève du pouvoir de la SPL, ce qui relève du pouvoir des collectivités, mais au-delà de ça, d'organiser ce dialogue de gestion. Au-delà du contrôle de gestion, c'est le dialogue de gestion, à la fois sur la conduite de la politique publique et l'articulation de la mission qui est confiée à la SPL avec les autres compétences de la collectivité, parce qu'on voit bien que ces outils sont des outils qui sont au service d'une politique publique, et la politique publique, elle est partagée entre la collectivité ou les collectivités membres de la SPL et la SPL qui met en œuvre une partie seulement de la politique publique. Bon. Donc, sur ces questions, je pense que la meilleure solution, au-delà des aspects très juridiques, est une question de dialogue de gestion qui permette de coordonner l'action de la SPL avec l'action de la ou des collectivités, et justement de se tenir aussi informé des actions envisagées par les uns ou les autres, de manière à pouvoir mobiliser les arbitrages nécessaires, notamment politiques, lorsque ce type de questions se pose entre la SPL et là où les collectivités. Pour continuer à avancer, je crois qu'on a pas mal parlé des questions de contrôle analogue. Ce que l'on vous propose, c'est de parler, avant de prendre quelques questions complémentaires, des mécanismes de coopération entre PL. Il y a une activité, effectivement, il y a eu pas mal de questions qui ont été soulevées à l'Assemblée nationale, notamment sur ce sujet, mais qui n'ont pas abouti aujourd'hui. Et on sent qu'il y a une volonté de renforcer de la coopération horizontale, notamment entre PL, chose qui n'a pas encore abouti. Peut-être, Tiffaine, sur les mécanismes de coopération entre PL, quelques précisions? Oui, alors les mécanismes de coopération, comme vient de le dire Pierrick, ne sont pas possibles aujourd'hui pour une SPL. Une SPL ne peut intervenir que pour le compte de ses actionnaires. Et même si effectivement il y a un travail aujourd'hui sur des propositions de loi visant à permettre pour une SPL, par exemple, de pouvoir interagir avec un établissement notamment public qui est une extension aussi de la collectivité, d'une collectivité dont actionnaire de cette SPL, la question est encore en débat. Aujourd'hui, pour autant, ce n'est pas permis. Donc, elle n'agit que pour le compte de ses propres actionnaires dans le cadre des contrats qui lui sont donnés. La différence, voilà, c'est pour les SEM notamment, où effectivement, une SEM peut par contre exercer des activités pour son propre compte. Ça lui est permis au niveau de disposition des CGCT. À cet effet, elle est libre de passer des contrats. Cependant, ces contrats, elle peut les exercer effectivement avec une autre SEM, pourquoi pas. Pour autant, il faut que les contrats soient toujours effectivement en lien avec leur objet social. Et il convient toutefois de rappeler qu'une SEM, selon son actionnariat, son niveau en fait de gouvernance et de capitaux publics,
revêtra la qualité également d'entité adjudicatrice, donc de la nécessité, malgré tout, de passer des marchés publics. Donc, coopération autorisée pour les SEM, mais dans un cadre assez strict. Voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. On a fini les éléments de présentation un peu généraux. En attendant que vous puissiez poser vos questions, ce n'est pas inintéressant aussi, on n'en a pas parlé aujourd'hui, et c'est une organisation qui se développe beaucoup et qu'on voit fleurir sur les CEMOP, les sociétés d'économie mixte, opérations uniques, qui peuvent être mises en place soit sous forme de concession, soit sous forme de marché public, et qui posent beaucoup de questions, notamment sur le fait de devoir contrôler une organisation, un satellite, une société, souvent qu'un des élus préside, qu'un des élus préside, et pour lequel on est à la fois dans le contrôle via la concession et la gestion opérationnelle, puisque c'est l'un des avantages de ce mode de gestion, c'est qu'on est à la fois dans le contrôle, mais aussi dans la gestion avec les élus qui participent au conseil d'administration, soit une part majoritaire, soit une part minoritaire, donc c'est à définir dans les statuts. Et l'attribution est réalisée et la construction, la mise en place de la société est faite avec le lauréat de la concession ou du marché sur ce mode d'organisation. Donc ça pose beaucoup de questions dans les services, sur la manière dont on peut contrôler ses propres élus qui participent effectivement à ces organisations. Je ne vois pas d'autres questions dans le fil d'actualité. N'hésitez pas si vous avez des questions complémentaires sur ces modes de gestion. Alors, je sais que vous êtes tous déjà dans les starting blocks sur la préparation des renouvellements. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose qu'on s'arrête là et je vous donne rendez-vous dans un mois, justement sur ces questions d'installation dans les conseils municipaux et d'intercommunalité. Donc, je vous souhaite à tous un bon mois de février et rendez-vous dans un mois sur les questions d'installation des conseils. Très bonne fin de semaine à vous. À bientôt. Au revoir.